Allez, on plonge directement dans le vif du sujet pour ce nouveau décryptage. Dans un monde économique, disons-le, de plus en plus instable et imprévisible, comment les organisations font-elles pour garder le cap et rester compétitives? Eh bien, la réponse ne se trouve pas dans les machines, mais dans la gestion de l'humain. On va analyser ensemble cette transition vraiment fascinante. On va partir d'une vision très macro, la planification structurelle globale, pour faire un zoom littéralement jusqu'à la psychologie individuelle de chaque collaborateur. Voici notre plan de route pour aujourd'hui, avec ce fameux zoom macro vers micro. D'abord, l'adaptation globale des ressources humaines. Ensuite, on verra le passage de la prévision au talent. En 3, on décortiquera les moteurs de la motivation. Et pour finir, on regardera les attentes très spécifiques des digital natives. Première étape de notre analyse, l'adaptation des ressources humaines. Car oui, face à un contexte incertain, la capacité d'adaptation des salariés est devenue l'avantage concurrentiel ultime d'une entreprise. Bon, il faut poser le décor. Pour gérer cette adaptation à grande échelle, les entreprises utilisent un outil historique et très structurel, la GEPP, ou Gestion des emplois et des parcours professionnels. En gros, c'est l'outil macro par excellence. On prend une photographie à l'instant T du personnel en place et on confronte cette image aux besoins futurs estimés de l'organisation. C'est vraiment la mécanique classique pour mesurer l'écart entre les ressources d'aujourd'hui et les besoins de demain. Alors, ce qui est vraiment intéressant avec cette approche, c'est la façon dont elle met en lumière deux réalités complètement opposées. D'un côté, la modélisation peut révéler un écart dit positif, ça veut dire que les besoins futurs de l'entreprise vont dépasser les ressources qu'elle a actuellement en interne. De l'autre côté, l'écart peut être négatif. Là, c'est l'inverse, les besoins de demain sont en fait inférieurs aux ressources qu'on emploie déjà. Face à ces deux constats, c'est presque mathématique. Il faut des plans d'action. Si l'écart est positif, on est dans une logique de croissance. On va stimuler la mobilité interne, lancer des recrutements ou accélérer la formation. En revanche, si l'écart est négatif, là l'équation impose de se réorganiser et les solutions sont tout de suite plus drastiques. On parle de réduction du temps de travail ou, inévitablement, de réduction des effectifs pour retrouver l'équilibre. Mais voilà, ce grand système a ses limites. Passons à notre deuxième point, on quitte la prévision rigide pour se concentrer sur les talents. On pivote vers l'agilité. Ce système ultra planifié, qu'on vient de voir, c'était la norme absolue. Seulement aujourd'hui, essayer de prédire l'avenir à moyen ou long terme, c'est devenu mission impossible. La GEPF montre ses failles parce qu'elle est tout simplement trop rigide. S'il y a un événement inattendu, un choc économique ou technologique, cette grande mécanique n'est pas assez souple. Elle n'offre pas la flexibilité et la rapidité de réaction dont les organisations ont urgemment besoin. Et c'est exactement là qu'on change d'échelle. On zoome de l'organisation tout entière vers les capacités d'un individu spécifique avec cette notion clé, le talent. Mais c'est quoi un talent dans ce contexte? C'est une combinaison très pointue de compétences qui fait qu'un collaborateur va être performant face à une situation donnée. On ne déplace plus des masses de travailleurs sur un tableau, on cherche la personne agile, capable de rebondir au cœur même de l'imprévu. Gérer ces profils si particuliers répond à 3 objectifs cruciaux. 1. Les identifier au sein de la structure. 2. Développer activement leurs compétences. Et 3. Le nerf de la guerre, les fidéliser. Détecter et valoriser ces compétences ultra spécifiques, c'est littéralement ce qui redonne à l'entreprise de la souplesse pour survivre. Ce qui nous amène logiquement à notre troisième partie. Une fois les talents identifiés, on entre dans la psychologie. Comment stimuler les moteurs de la motivation? Le défi immédiat, une fois qu'on a ces talents, c'est de les garder engagés. C'est un vrai puzzle psychologique. Alors redéfinissons la base. La motivation, c'est quoi? C'est une force, plus ou moins consciente, qui pousse vraiment quelqu'un à s'investir dans son travail. C'est l'étincelle. Tout l'enjeu pour les employeurs, c'est de savoir exactement sur quel levier tirer pour déclencher cette force consciente. En pratique, on a 5 grands leviers à activer. La rémunération, bien sûr, la stabilité de l'emploi, l'aménagement du temps de travail, la gestion des carrières et l'épargne salariale. Et attention, sur l'aspect financier, il faut garder en tête la théorie de l'équité d'Adams. Elle explique, de façon très neutre, qu'un salaire ne génère de la motivation que si le collaborateur perçoit que la récompense financière est parfaitement équitable par rapport aux efforts qu'il fournit. C'est un équilibre permanent. Passons à la suite et voyons comment tout ça se construit avec une grille de lecture psychologique incontournable, la pyramide de Maslow. On observe 5 niveaux hiérarchiques. À la base, les besoins physiologiques. Juste au-dessus, la sécurité, ce qui, en entreprise, veut dire un contrat stable. Ensuite, le besoin d'appartenance, l'esprit d'équipe. Puis l'estime, la reconnaissance du travail. Et tout en haut, le Graal, l'épanouissement personnel. Pour qu'une entreprise motive durablement, elle doit identifier et combler ces étages dans l'ordre. Une autre perspective, tout aussi passionnante, c'est la théorie bifactorielle de Herzberg. Il sépare clairement les choses en deux. D'un côté, les facteurs d'hygiène. Ça, c'est l'environnement de travail, les conditions globales. De l'autre, les facteurs de motivation, qui concernent le contenu du travail en lui-même.
La grande subtilité de cette théorie, c'est que satisfaire les facteurs d'hygiène empêche seulement l'insatisfaction. Pour créer de la vraie motivation, l'entreprise doit obligatoirement agir sur les facteurs moteurs, c'est-à-dire enrichir le contenu des missions. Et honnêtement, cette citation résume tout, avec une efficacité redoutable. Si vous voulez que les gens fassent du bon travail, donnez-leur un bon travail. C'est brillant, non? Ça illustre l'essence de la pensée d'Herzberg. On a beau multiplier les avantages périphériques, si la tâche de base est dénuée de sens, ça ne prendra pas. Le véritable engagement naît de la valeur intrinsèque de la tâche. C'est la transition parfaite pour notre quatrième et dernière partie où on zoome sur la nouvelle génération, les attentes des digital natives. Cette génération, qui a grandi avec le numérique, s'installe sur le marché avec des demandes psychologiques inédites. Ce qu'ils réclament par-dessus tout, gagner en autonomie. Et les organisations s'adaptent, pas par choix, mais par nécessité. On observe une vraie suppression des hiérarchies lourdes. On décentralise les décisions pour favoriser la prise d'initiative, créer un vrai partage des connaissances et stimuler l'esprit d'équipe dont ces jeunes talents ont viscéralement besoin. Et pour clôturer cette analyse sur l'agilité des organisations, ça soulève une question presque philosophique pour l'avenir. Comment le télétravail redéfinit-il l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle pour garantir l'autonomie de demain ? Parce que ce n'est pas juste un changement d'adresse, c'est une interconnectivité totale entre deux mondes autrefois cloisonnés. Y répondre, c'est trouver la clé du futur lieu de travail agile. Une réflexion qui donne vraiment matière à penser pour la suite, n'est-ce pas ?